La conférence que je vous propose maintenant s'inscrit dans le cadre du symposium de cet après-midi où on va parler d'apprentissage de numérique et de coopération. Et je voudrais vous proposer une réflexion ou plus exactement un problème. Je travaille dans le domaine des apprentissages avec des outils numériques depuis que je suis étudiant, donc ça commence à dater. Et j'ai toujours été intéressé par les apprentissages en coopération avec un problème, voilà, que je vous soumets. Et en gros, voilà, au lieu de vous faire une conférence où je vais vous apprendre quelque chose, je vais vous poser un problème et j'espère que vous allez m'aider à le résoudre parce que je peine un petit peu à le résoudre. Le problème, on peut le formuler comme ça. Quand on étudie les interactions chez les jeunes enfants, très jeunes enfants, entre 18 et 24 mois, très précocement se mettent en place de solides compétences dans le domaine de la coopération. Et plus tard, au cours de la scolarité, la coopération va aussi trouver une place à l'école maternelle, à l'école élémentaire, puis dans l'enseignement du second degré et dans l'enseignement supérieur. Et la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que la coopération a cette place ? Est-ce que c'est pour enseigner des compétences dans la coopération, mais auquel cas, pourquoi enseigner ces compétences si les enfants les ont déjà et très tôt ? Ou est-ce que c'est pour les mobiliser en situation d'enseignement, en quelque sorte, au service d'objectifs d'apprentissage. Et quand on utilise la coopération au service d'apprentissage, je vais vous montrer ça par la suite, on a des résultats qui sont assez nuancés. Il y a plein de situations où, à partir du moment où on met en place une coopération, au lieu d'améliorer l'apprentissage, cela détériore l'apprentissage. Donc, il y a des situations où ça améliore l'apprentissage, des situations où ça n'améliore pas l'apprentissage. Donc, le but, est-ce qu'on coopère pour apprendre à coopérer, ne me semble pas très très clair, et le moyen, on coopère pour apprendre quelque chose, ne me semble pas très très clair, notamment comme quand moi, on s'intéresse aux environnements numériques. Faire coopérer les élèves à travers des ordinateurs donne des résultats qui sont souvent très très modestes, et c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler. Juste, comme vous avez eu la gentillesse de m'inviter l'an dernier, je vais remontrer une diapo que j'avais montrée l'an dernier, simplement pour dire que quand je parle de moyens d'apprendre, je parle de tâches. Une tâche, c'est ce qu'on fait faire aux élèves, comme écouter un cours, lire un texte, résoudre un problème, rechercher un document. Et c'est aussi un niveau d'engagement, c'est-à-dire la façon dont on va engager les élèves dans cette tâche. Lire un texte, vous pouvez engager les élèves dans une tâche coopérative autour de l'étude du texte. Mais vous pouvez réaliser cette même tâche, lire un texte, de façon non coopérative. Résoudre un problème mathématique, vous pouvez très bien engager vos élèves dans une activité solitaire de résolution de problèmes mathématiques ou dans une coopération dans la résolution de problèmes mathématiques. Donc la coopération, parfois, ça peut être une tâche qui est intrinsèquement coopérative ou collaborative. Par exemple, confronter des hypothèses, c'est intrinsèquement collaboratif. Parfois, c'est juste une façon d'engager les élèves dans la tâche, cette tâche ayant d'autres modes opératoires. Donc je précise ça parce que ça me semble important pour la suite du discours. Donc si vous lisez le fameux bouquin, en anglais c'est Why We Cooperate, et donc en français traduit en 2015, Pourquoi nous coopérons, de Michael Tomasello. En gros, la thèse de Tomasello, c'est que notre capacité naturelle à coopérer, c'est cette capacité qui soutient énormément de nos apprentissages. C'est grâce à notre capacité à coopérer qu'on peut apprendre d'autrui et qu'on peut apprendre avec autrui. Les grandes avancées, les grandes réalisations cognitives
de l'espèce humaine, que ce soit des technologies, que ce soit des systèmes d'écriture, que ce soit des inventions dans d'autres registres, sont toujours le produit de coopération entre différents humains, jamais le produit d'un individu totalement isolé des autres. Et les enfants, très tôt, développent cette capacité à coopérer avec autrui pour apprendre avec autrui, pour apprendre d'autrui, soit que cet autrui ait l'intention de lui enseigner quelque chose, soit parfois on apprend d'autrui alors que cet autrui n'a pas l'intention de nous enseigner quelque chose. Mais cette capacité à coopérer est absolument majeure dans le développement de l'enfant et dans le développement de l'espèce humaine. C'est bien au niveau de l'individu et au niveau de l'espèce que cette capacité a un rôle absolument majeur et très, très précoce. Au cours du XXe siècle, cette idée de coopérer pour apprendre a eu un succès absolument phénoménal, avec un étayage théorique qui commence, on va dire, pour faire rapidement et très rapidement avec Vygotsky, et puis qui va se développer tout au cours du XXe siècle avec des reprises de ses travaux, voire des travaux qui vont se développer assez loin des théories de Vygotsky. Et à l'heure actuelle, je me suis amusé, vous regardez les publications en 2015, en 2016, en 2017, on est à peu près à 20 000 publications par an. Si vous saisissez l'expression exacte collaborative learning, vous remontez 20 000 papiers. C'est sans doute, dans la recherche en éducation à l'heure actuelle, le thème le plus important, celui qui donne lieu au plus de travaux. On trouve dans ces publications 3 types d'arguments. Un argument social en disant, en gros, puisque dans leur vie future, que ce soit leur vie professionnelle, leur vie de citoyen, les humains vont devoir coopérer, vont devoir vivre en groupe, il faut leur enseigner à l'école. On a un argument naturaliste qui, en gros, irait prendre chez Tomasello, c'est parce qu'ils sont naturellement doués pour coopérer qu'il faut les faire coopérer à l'école. Et enfin, un argument pédagogique, qui est celui que j'ai présenté comme étant des moyens. En gros, il y a une possibilité de réaliser certaines tâches spécifiques en coopérant ou d'améliorer certaines tâches comme une résolution de problème à partir du moment où on la réalise de façon coopérative. Quand on examine la littérature, on obtient 3 grands types de résultats que je vais vous présenter de façon sans doute simpliste, juste à partir de 3 méta-analyses. Je suis désolé, mais j'arrive pas à synthétiser de façon intelligente 20 000 publications par an, donc je suis obligé d'aller prendre les grandes synthèses qui existent, et ces synthèses étant elles-mêmes parfois faites un petit peu à la hache. Quand on regarde les travaux sur les apprentissages coopératifs en présentiel, ou qu'on trouve dans la littérature sur face-to-face collaborative learning, les enfants, les élèves sont autour d'une même table, ils se voient. Autrement dit, toute la communication non verbale peut être mise en place dans ces situations d'apprentissage collaboratif ou coopératif. On a un effet positif de la coopération sur l'apprentissage. C'est-à-dire, je propose le même apprentissage à des élèves seuls, à des élèves qui coopèrent. Ce sont les élèves qui coopèrent qui apprendront mieux que ceux qui apprennent seuls. Mais j'attire votre attention sur le fait que la taille de l'effet n'est pas extraordinaire non plus. Un effet à 0,5, quand on commence à parler d'un effet important à 1 ou un peu plus de 1, 0,5, c'est pas une taille d'effet tellement impressionnante. Et il y a un effet positif sur les attitudes, c'est-à-dire la façon dont les élèves se positionnent subjectivement par rapport à la coopération, les points de vue sur la coopération qui une taille d'effet qui est assez modeste, voire extrêmement modeste. Les résultats sont différents selon les disciplines, c'est-à-dire les résultats positifs sont surtout obtenus dans les disciplines scientifiques et en mathématiques, un peu moins dans les disciplines qui relèvent des lettres et des sciences humaines.
à noter que dans cette méta-analyse de la littérature, ils n'ont pas traité à part les disciplines linguistiques qui, de mon point de vue, et les langues vivantes, qui, de mon point de vue, devraient sans doute être traitées à part dans ce type de méta-analyse. Les résultats, les tailles d'effets sont plus importantes et de façon significative dans les études conduites dans le premier degré et à l'université, par comparaison avec les études conduites dans le second degré, où les tailles d'effets sont bien moindres. Et les tailles d'effets sont plus importantes dans les cultures non occidentales, Moyen-Orientale, puis toute la zone Asie, que dans les cultures occidentales. Je vous laisse lire le papier et essayer de voir les justifications que les auteurs donnent à l'interprétation qu'ils proposent pour cette différence, mais la différence est significative. Quand on regarde une autre méta-analyse qui, cette fois-ci, ne s'intéresse pas à la coopération en face à face, mais à la coopération médiée par ordinateur, autrement dit, cette fois-ci, on va comparer des apprenants qui apprennent tout seuls avec des apprenants qui apprennent en coopérant, mais à travers un ordinateur. Là, tout de suite, vous voyez que la taille d'effet est réduite de façon extrêmement importante. On est à 0,15, c'est-à-dire que c'est une taille d'effet, elle est significative vu le nombre d'études qui sont compilées, mais cette taille d'effet est quasi nulle. Ce qui veut dire que quand on compile ces études, il y a à peu près autant d'études qui trouvent un effet positif que d'études qui trouvent un effet négatif. C'est ce que les auteurs notent en disant que les résultats qu'ils ont compilés sont extrêmement hétérogènes. Et enfin, une dernière méta-analyse, la plus récente, qui a étudié les scripts dans les situations d'apprentissage coopératif médiés par ordinateur. C'est-à-dire des situations où on va comparer des élèves qui apprennent à travers un ordinateur en étant libres, par rapport à des élèves qui vont avoir un script, c'est-à-dire une aide à la coopération qui est donnée soit avant, c'est-à-dire avant qu'ils commencent leur travail, on leur dit voilà, au cours de votre coopération, vous allez devoir, par exemple, vous mettre d'accord sur l'objectif à atteindre, vous mettre d'accord sur la façon dont vous répartissez les rôles, etc. Soit des scripts en cours de coopération, c'est-à-dire quand on voit que les élèves ont atteint tel stade, tel niveau dans la résolution de leurs problèmes, dans la résolution de leur travail, on leur donne un conseil, on leur donne une aide. Donc les groupes qui bénéficient d'un script apprennent mieux que les groupes qui ne bénéficient pas de script. Ils apprennent mieux des connaissances scolaires, mais l'effet est surtout obtenu sur les compétences à coopérer, qui sont cette fois-ci de façon importante améliorée à partir du moment où il y a des scripts. Ce qui, et je reviendrai dans la conclusion, est quelque chose qui me pose problème. J'arrive pas à comprendre pourquoi, si la coopération est une habileté naturelle des êtres humains qu'on développe très tôt au cours de l'enfance, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un enseignement pour l'améliorer? Vous voyez, soit on le sait, on n'a pas besoin qu'on nous l'enseigne, soit on ne le sait pas et on a besoin qu'on nous l'enseigne. Mais pourquoi nous enseigner quelque chose qu'on sait déjà nous permet d'améliorer ce qu'on sait? Il y a un truc là que je ne comprends pas. Enfin, je n'ai pas pour l'instant de modèle qui me permettent, de modèles de l'apprentissage humain qui me permettent de comprendre pourquoi quand on enseigne à quelqu'un quelque chose qu'il sait déjà, il devient plus performant dans une évaluation. Enfin, j'ai bien une petite idée, mais je ne sais pas si elle est bonne. Et dans cette méta-analyse, il regarde aussi quel type de script, quel type de soutien aux élèves améliore le plus les apprentissages. C'est surtout les soutiens vraiment centrés sur la co-élaboration de connaissances. C'est vraiment les moments où un élève travaille sur l'argument de notre élève. L'élève travaille sur le raisonnement de notre élève. C'est vraiment ces situations où on interagit de façon profonde à un niveau épistémique que les aides sont les plus efficaces et quand elles portent sur les connaissances spécifiques. Donc on a une idée fondée scientifiquement avec énormément de travaux. On a en gros l'hypothèse
du coût de la coopération que je vais illustrer avec 2 exemples. Maintenant, après une littérature que je ne vais pas rappeler maintenant parce que elle est très connue, elle est très ancienne. Dans le domaine de l'éducation, on a retrouvé des travaux de psychologie sociale des années 50 qui avaient très bien montré que c'est surtout un problème d'adéquation entre le type de groupe, le type de coopération et le type de tâche à réaliser. C'est suivant la tâche à réaliser, alors c'est un groupe de telle taille, organisé de telle manière qui permet le mieux de réaliser la tâche, et cette même organisation va être moins efficace pour une autre tâche. Par exemple, il y a des groupes à 4 qui fonctionnent parfaitement pour réaliser telle tâche, alors que pour telle autre tâche, c'est un groupe à 2 qui fonctionne beaucoup mieux, et pour une autre, c'est un groupe à 15. C'est parfois des tâches avec des élèves de même niveau scolaire qui donnent les meilleurs résultats, mais pour une autre tâche, c'est justement en composant des groupes avec des élèves de niveaux différents, etc., etc. La littérature est très ancienne et très connue là-dessus. Donc, je voudrais juste présenter deux résultats sur l'idée de coût de la coopération qui serait peut-être une explication à ce phénomène que je ne comprends pas bien. Ici, c'est la thèse de Femke-Kirchner où elle a proposé à des élèves de résoudre soit seuls, soit en groupe, un problème mathématique, soit simple, soit complexe. Donc il y avait un plan 2 par 2, des élèves qui étaient seuls pour résoudre un problème simple, des élèves seuls pour résoudre un problème complexe, des élèves en groupe pour un problème simple et des élèves en groupe pour un problème complexe. Le dispositif était tel que, quelle que soit la condition, les élèves dans la situation de groupe, chaque élève n'avait que, c'était des groupes de 3, chaque élève n'avait qu'un tiers des informations nécessaires à la résolution du problème. En quelque sorte, la coopération était forcée. Ils étaient forcés d'échanger pour résoudre le problème dans les conditions de coopération. Et dans ces situations de coopération forcée, où les élèves sont obligés de coopérer, on voit ce résultat qui est qu'avec les problèmes simples, ce sont les élèves dans la condition travail seul qui sont plus efficaces que les élèves qui travaillent en groupe. Avec les problèmes complexes, ce sont les élèves qui travaillent en groupe qui ont les meilleurs résultats parce que, tout simplement, le problème qui leur est posé est tellement difficile que dans la condition seule, la solution est quasiment inaccessible. C'est en unissant leurs réflexions qu'ils trouvent la situation. En quelque sorte, la coopération entre élèves, à la fois, elle aide les élèves et elle représente un coût. Si ce coût est inutile, c'est-à-dire que les élèves peuvent très bien y arriver tout seuls, alors ça ne sert à rien de travailler en groupe. Si ce coût est utile, c'est-à-dire que c'est le seul moyen d'atteindre la solution, alors ce coût devient en quelque sorte rentable pour la réussite de cet apprentissage. Je crois que c'est un résultat assez intéressant. Un autre travail que je vais vous présenter, on a réalisé, là c'était une thèse en informatique où on a essayé de concevoir un système, je vais essayer qui aide la coopération entre élèves. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'on a fait. On a proposé à des élèves un problème. Alors, je dois l'avoir ici. C'est un problème qui est assez complexe, voire extrêmement complexe. Il y a, alors vous l'avez là, c'est la course sans gagnant. Vous avez ici des voitures. Chaque voiture a une vitesse différente, un retard au début de la course qui est différent et des pauses pendant la course qui sont différentes. Il y a 3 sources de variation. Chacune de ces 10 voitures a donc ces 3 sources de variation. Les élèves doivent étudier le comportement de chacune des 10 voitures, de sorte que, à la fin de leur étude, si le tuteur prend n'importe quelle voiture et la pose sur la ligne de départ et décide
du retard qu'il impose à cette voiture qu'il a choisie, les élèves doivent poser les 9 autres voitures à un certain moment qui fait qu'au bout du compte, les 10 voitures arriveront exactement en même temps à la fin. D'accord ? Vous voyez le problème ? C'est un problème qui est assez complexe dans le sens où il faut modéliser mathématiquement le problème. En gros, c'est des élèves de première S, terminale S qui arrivent à faire ce truc-là. Et c'est un problème, vous l'avez compris, dans lequel il y a énormément de calculs. Un élève tout seul, il faut 4-5 heures à peu près pour résoudre ce problème. Et donc, l'idée est de dire, on a une espèce de coopération forcée. C'est-à-dire, si on les met en groupe, tout de suite, en se partageant les calculs, ils vont mettre moins de temps pour résoudre le problème. Et pour ça, on a d'abord essayé de regarder comment les élèves, dans une situation de coopération en face à face, s'y prenaient pour résoudre le problème. Et on a en quelque sorte conçu un environnement numérique qui est là pour aider les élèves à faire ce qui leur pose problème quand ils sont en situation de face à face. Vous voyez l'idée, c'est on analyse une situation et on essaye de concevoir un environnement qui va faciliter, qui va rendre possible ce qui est difficile dans la situation initiale. On utilise un modèle qui est inspiré des théories de l'activité, qui, en quelque sorte, nous guide dans les 3 types de coopération que les élèves doivent mettre en œuvre dans une situation de résolution collective de problèmes. Ce modèle dit que cette activité d'organisation, elle a un niveau qui est la co-construction, qui est que les élèves, en gros, conceptualisent ou reconceptualisent leur organisation. La coopération, c'est quand les élèves, en gros, ajustent leurs actions respectives. Et la coordination, c'est quand les élèves se concentrent chacun sur la tâche qu'il a réalisée. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est que l'activité de coopération, enfin l'activité collective, peut être décrite à 3 niveaux, et des difficultés, ça peut nous servir de grille pour analyser les difficultés de coordination, les difficultés de coopération et les difficultés de construction. Et après, on construit un environnement informatique qui essaye de résoudre ces problèmes aux 3 niveaux, problèmes qu'on a analysés dans la situation initiale. Donc ça, c'est le modèle. On a conçu un prototype avec la simulation, un outil pour organiser le travail, un outil pour communiquer. Alors, je crois que je dois l'avoir là. Cet outil, on va d'abord le tester pour voir si effectivement les élèves qui utilisent cet outil pour résoudre le problème de la course sans gagnant arrivent à utiliser cet outil et arrivent avec cet outil à résoudre le problème de la course sans gagnant. Ce qui nous permet de corriger le prototype, de dire on va changer tel ou tel aspect du prototype pour être sûr qu'on a quelque chose qui fonctionne. Et puis l'épreuve douloureuse arrive, c'est qu'on manip, c'est-à-dire qu'on va avoir des élèves qui vont résoudre le problème avec notre outil d'aide à la coopération, pendant que d'autres élèves, toujours en groupe de 3, vont résoudre le même problème, mais cette fois-ci, on leur donne juste un chat. Il n'y a aucun soutien à la coopération qui est donné. Et voilà donc ensuite, on a une analyse de l'activité, de ce que font les élèves pendant qu'ils coopèrent avec le problème. On a des résultats, et je ne sais pas si vous le voyez, c'est l'espèce de couleur grenat qui est en haut. Je ne sais pas si ça sort grenat. En haut, c'est un groupe qui a utilisé notre outil. En bas, c'est un groupe qui n'a pas utilisé notre outil. Et vous voyez, un des groupes qui a utilisé notre outil, la couleur grenat, c'est le temps consacré à organiser explicitement le travail du groupe. Vous voyez que le groupe du haut passe beaucoup plus de temps à
organiser explicitement le travail. Le groupe du bas, sans cet outil, passe moins de temps à organiser collectivement le travail. Donc on pourrait se dire, on a gagné, notre outil permet effectivement de consacrer beaucoup plus de temps à l'organisation du travail. Le problème, c'est les résultats. Donc, en gros, pour gagner, il faut avoir 0. Zéro, c'est quand il n'y a pas de différence entre le résultat recherché et le résultat obtenu. Et malheureusement, vous voyez que dans les 3 groupes avec outils, il y en a un seul qui a réussi à résoudre le problème. Dans les 3 groupes sans outils, il y en a aussi un qui a réussi à résoudre le problème. Autrement dit, tout ce qu'on a fait, je ne sais pas si ça a servi à grand-chose. Et c'est important parce que vous voyez ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de rendre explicite les choses qui, quand elles ne sont pas explicites, on sait quelles sont la source de problème. Mais en rendant explicite ça et en l'instrumentant, on n'a pas pour autant trouvé la solution au problème qu'on essayait de résoudre. Et je crois que ce que je suis en train de dire est peut-être une erreur de conception, peut-être le système qu'on a construit n'est pas bon, mais peut-être un problème intrinsèque à la coopération. C'est en tout cas l'hypothèse que je vais vous proposer. Donc, notre environnement permet aux élèves de s'organiser, mais pas tellement de mieux résoudre les problèmes. Bon, en fait, si vous regardez ici, ils sont un peu moins pires dans la condition avec outils que dans la condition sans outils. Donc, l'idée, c'est que travailler en groupe peut à la fois augmenter l'exigence de la tâche et l'engagement des élèves. Il peut fonctionner, il peut améliorer l'apprentissage s'il est nécessaire, quand il est superflu, c'est-à-dire quand les élèves apprennent très bien tout seuls, alors le travail en groupe a tendance à ne pas améliorer les apprentissages. Donc en gros, l'exigence de la tâche, la complexité de la tâche serait un bon indicateur, un bon critère pour décider de la pertinence du travail en groupe, en dehors de la nécessité intrinsèque de la tâche, puisqu'il y a des tâches qui sont intrinsèquement collaboratives. Et par ailleurs, en dehors de cet aspect-là, il semble que quand on aide les élèves à coopérer, quand on leur donne des scripts, quand on leur donne des guides, ça peut améliorer l'apprentissage, mais les conditions à remplir pour que cette aide soit efficace sont encore loin d'être connues. Et je vous ai présenté un exemple patent d'échec où on a travaillé pendant 3 ans à élaborer un système d'aide qui n'a absolument pas fonctionné. Alors, pour finir, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces trucs les problèmes là comment il s'appelle, de Daniel Kahneman, qui illustre système 1, système 2. Vous connaissez ou pas ce problème? Tout le monde le connaît? En gros, pour les gens qui ne connaissent pas ce problème, ce problème-là, la plupart des humains, quand on leur pose, ils répondent 10 centimes. Et la bonne réponse, c'est pas 10 centimes, c'est 5 centimes. Et le problème qu'on a avec ça, c'est que les gens qui répondent 10 centimes sont parfaitement capables de poser une soustraction, ils sont parfaitement capables de poser une équation avec une inconnue, mais dans cette situation-là, ils trouvent 10 centimes et ils ne trouvent pas 5 centimes. Ce problème-là, qui est un des nombreux problèmes qui existent dans le domaine, sert à Daniel Kahneman pour illustrer sa théorie de système 1, système 2, en disant, en gros, les humains, ils peuvent avoir des connaissances et parfaitement les maîtriser, être tout à fait capables d'être très performants dès qu'ils utilisent cette connaissance. Le problème, c'est quand il y a une autre connaissance qui vient à la place, et le fait que vous maîtrisiez parfaitement une connaissance est strictement inutile dans les situations où vous ne mobilisez pas cette connaissance. Et c'est sans doute un point crucial, c'est-à-dire que peut-être que les humains
qui apprennent des connaissances, il faudrait les distinguer de « j'ai appris une connaissance et elle est disponible » de « j'ai appris une connaissance et je suis capable de l'utiliser ». Cette différence entre la maîtrise des connaissances et la mobilisation des connaissances serait un critère crucial. Et donc mon idée, c'est de dire, mais peut-être que si la coopération, si Michael Tomasello a raison, si la coopération est quelque chose de très primaire, qui se développe très très tôt, et que les enfants sont capables d'apprendre à coopérer et d'apprendre en coopérant de façon si naturelle, c'est sans doute une connaissance qui chez eux, ou une compétence qui chez eux est très implicite, très peu formalisée, et qui est disponible au moment où on la mobilise, mais il peut peut-être exister des situations dans lesquelles on ne reconnaît pas que dans cette situation, les compétences qu'il faut que je mobilise, ce sont mes compétences dans le domaine de la coopération, et peut-être que je ne le reconnais pas parce que ces compétences dans le domaine de la coopération, pour la plupart, sont implicites et je ne sais pas les nommer. Ce qui expliquerait aussi pourquoi certains scripts sont efficaces, c'est juste qu'on met des mots sur les compétences des élèves et on leur dit c'est cette compétence-là désignée avec ces mots-là que tu dois mettre en œuvre dans cette situation-là. Autrement dit, en faisant ça, on ne leur apprend pas quelque chose, ils le savent déjà. Mais on leur dit juste cette chose que tu sais déjà de façon implicite, en voilà une forme explicite et je te désigne la connaissance que tu vas mettre en œuvre. Voilà à peu près la seule hypothèse que j'ai trouvée pour l'instant. Il y a peut-être aussi, et vous l'avez peut-être senti dans ma présentation, une hypothèse de charge, c'est-à-dire tout simplement parfois la tâche est tellement exigeante, je suis tellement focalisé sur tel aspect de la tâche que je vois pas la coopération qu'il y a à mettre en œuvre, ou je ne peux pas mettre en œuvre la coopération tellement la situation mobilise de mes capacités attentionnelles. Voilà, ça c'était ma question. Maintenant, j'attends vos réponses. Merci.